de Sarnez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu 107.1. François Hollande peut-il annoncer des mesures pour mieux vivre ensemble en France? C'est ce matin sa conférence de presse. Il est dans un contexte favorable. Ça fait longtemps que ça ne lui est pas arrivé, presque depuis son élection. C'est-à-dire sa cote de popularité, le fait qu'il ait moins d'histoires personnelles dans la presse. À gauche, ils retrouvent, on voit bien une certaine fierté de leur président. Donc il y a une évolution qui est favorable. Les astres sont avec lui, on peut dire. Moi, je pense vraiment qu'il doit se servir de ce moment-là pour mener, proposer une vision, une perspective pour le pays. Que s'il ne le fait pas dans ce contexte-là qui est favorable, mais il ne le fera jamais. Donc j'attends de lui qu'il trace des perspectives en matière d'emploi, en matière d'éducation, des perspectives pour la nation. Mais il les a déjà tenues, il les a déjà faites, ces perspectives. Il le dit très souvent, il a une ligne et il ne va pas en bouger, il ne va pas changer de politique maintenant. Si tout allait bien en France, ça se verrait et ça se saurait. Moi, je crois qu'on a besoin de faire des réformes très importantes. Je crois qu'on a besoin de soutenir beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui tout ce qui est création d'emplois, tout ce qui est production de richesse, c'est très important. Je crois qu'on a besoin d'avoir une école qui soit à un meilleur niveau. Quand vous regardez les classements PISA, année après année, l'école de France dégringole. On est incapable d'apprendre à lire, à écrire à tous nos enfants. C'est tout de même une difficulté majeure. Donc nous avons des chantiers très importants, peut-être la politique de la ville dont on va parler ensemble, où à mon avis il faut vraiment changer de braquet. Mais justement, ce matin, la priorité ce matin, c'est quoi pour vous? Vous avez envie d'entendre quoi? Si vous me dites, ça va être le thème de sa conférence de presse, le vivre ensemble, le service civique. En tout cas, il a beaucoup consulté les élus de banlieue, par exemple. Le vivre ensemble, ça passe d'abord par une école qui fait son travail auprès de tous les enfants de la République, qui fasse qu'il n'y ait plus un enfant qui passe en 6e sans maîtriser la lecture et l'écriture, parce qu'après, il est évidemment perdu et c'est très difficile d'agir. Et c'est aussi des emplois qu'on doit, de la production de richesse qu'on doit recréer en France. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de réformes à faire, d'assouplissement à conduire, d'assouplissement du Code du travail, d'assouplissement d'un certain nombre de normes. Mais sur l'école, Marielle de Sarnez, se concentrer sur ce qui est important. Sur l'école, la gauche embauche de nouveau moi, je ne crois pas que ça soit qu'une question de moyens. Si vous voilà. Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, non, c'est vraiment pas suffisant et c'est vraiment pas faire le bon diagnostic. Si on pense que ce sont les moyens qui font la qualité de l'école, vous vous apercevez aujourd'hui de l'échec de tout cela. Oui, mais on avait dit que moins de personnel dans l'éducation nationale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, très franchement, c'est un budget qu'on devrait sanctuariser à la limite, mais enfin, on n'a pas besoin de continuer à embaucher. On peut refaire une répartition à l'intérieur. Il faut avoir de meilleurs encadrements et peut-être des plus petits groupes dans le primaire. Et on peut ensuite, quand vous avez une plus grande homogénéité, que vous arrivez au collège et au lycée, ensuite regarder les choses différemment. Donc je ne crois pas du tout que ça soit lié aux moyens. Je crois que c'est lié à ce qui se passe dans la classe d'abord. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un enseignant, il vous explique que 90% de son temps, de l'heure qu'il donne, c'est à essayer vaguement de restaurer une autorité sur des élèves qui n'en veulent pas. Et puis il va faire cours pendant 5 ou 10 minutes. Vous dites quoi? Comme ce matin, la une du Figaro, c'est retour de l'uniforme, chanter la Marseillaise. Je ne crois pas du tout que les arguments d'autorité, quels qu'ils soient, fonctionnent. Je crois que l'école, c'est d'abord l'apprentissage de la conscience, d'une certaine responsabilité, de la compréhension du monde. Et c'est pour ça que je crois, mais fondamental, essentiel, vital, que tous les enfants de France apprennent à lire, à écrire, à maîtriser le sens de ce qu'ils lisent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. 40% arrivent en 6e sans le maîtriser. Et le mot apartheid, puisque il devrait être question de la politique de la ville. Ce matin, dans la conférence de presse de François Hollande, le mot apartheid prononcé par Manuel Valls est-il juste à vos yeux? Moi, j'aurais peut-être pas employé le même mot, mais j'ai pas envie de polémiquer, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a une fracture? Oui. Est-ce qu'il y a même une fracture qui s'est aggravée depuis des décennies? La réponse est oui. Vous voyez bien qu'il y a tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie, que le niveau de chômage n'est pas le même selon que vous êtes au cœur d'une ville ou selon que vous vivez dans une banlieue, que évidemment il y a une ghettoisation, qu'il y a une fracture très lourde. Je pense que ça doit nous aussi, qu'on doit regarder la question de la politique de la ville. Je crois qu'on a depuis 30 ans une politique de la ville avec beaucoup, des dizaines de milliards qui ont été dépensés, des choses qui ont été faites, bien sûr, en matière de construction. Je pense à l'ANRU, par exemple. Mais au fond, je crois qu'il faut changer de braquet. La politique de la ville, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Au fond, on devrait se concentrer sur
sur 2 piliers. Le premier pilier qui est celui de l'école, comment faire en sorte d'apprendre à tous, et le deuxième pilier, c'est celui de l'emploi. Donner de l'emploi. Quand vous allez dans les banlieues, c'est frappant de voir l'énergie qu'il y a, la créativité qu'il y a chez des jeunes qui sont obligés, au fait, de se débrouiller par eux-mêmes. Parce que l'État n'est pas là, parce que un tissu associatif la vie n'est pas si aussi. facile. Ouais. Donc on a une créativité formidable. Donc il faut favoriser la création d'emplois, il faut peut-être amplifier les zones franches, il faut faire en sorte de se servir de toute cette énergie-là au service de l'emploi. Et est-ce qu'il faut lutter aussi contre le Front national? Est-ce que vous faites partie de cette tendance pour le Front républicain, par exemple pour la législative Moi, partielle je crois dans que, le vous savez, il faut dire les choses simplement. Dans une élection, il y a 2 tours. Au premier tour, on choisit qui a sa préférence. Puis au deuxième tour, on élimine. C'est comme ça qu'on dit. Donc l'UMP est éliminé. Et donc moi, je crois qu'il faut faire barrage aux candidats du Front national. Donc, pas de Nimi. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit avec François Bayrou. C'est d'ailleurs chez nous une position constante. Pas besoin de nous réunir pendant 2 jours ou 3 jours. Cela fait plusieurs années que nous sommes exactement sur la même position. Et quand Jean-Marie Le Pen dit ce matin, quand il s'agit de valeurs, on touche à l'essentiel. Quand Jean-Marie Le Pen dit ce matin, le Front républicain, c'est l'UMPS qui défend sa gamelle. Je ne sais pas si c'est le Front républicain, mais en tous les cas, au deuxième tour, vous choisissez de mettre de côté ou de faire de barrage à celui qui vous semble, au fond, le plus mettant en cause le plus profondément les valeurs de ce que nous sommes ensemble et de notre République. C'est exactement ça notre position. Vous auriez voté PS. Et donc j'aurais voté pour Monsieur Barbier. Marielle de Sarnez est l'invitée politique de France Bleu 107.1 jusqu'à 9h moins le quart. La suite dans quelques secondes. Après la météo et le trafic, le temps pour aujourd'hui. Il fait froid ce matin, température négative quasiment partout. Il fait 0, moins 1 degré à Paris, moins 1 degré également à Trappes, moins 1 degré également plus au sud du côté de Sceaux. Mais vous le voyez, ce sera comme hier, un beau ciel bleu tout au long de la journée et pas plus de 4 à Paris pour cet après-midi. La qualité de l'air sur une échelle qui va de 1 très bon à 10 très mauvais, eh bien c'est du 4 aujourd'hui. Sur la route maintenant, Laurent a quelque chose à nous dire. Bonjour Laurent. Bonjour. Que se passe-t-il? C'est pour vous signaler un véhicule en panne, en gros 200 mètres avant la sortie de Villeneuve-la-Garenne. Ouais. C'est une Mercedes arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, mais qui dépasse sur la première voie. Ok, merci pour cette info. Je vous en prie, bonne journée. Et autres pannes et autres accidents ont été dégagés. Marielle de Sarnez est l'invitée politique de France Bleu 107.1 ce matin. Un programme télé à choisir pour ce soir. Si vous êtes devant votre télé, vous êtes plutôt devant Envoyé spécial sur France 2 ou bien Pretty Woman. C'est W9, je crois, qui diffuse Pretty Woman. Ah c'est le grand écart. J'ai déjà vu, mais c'est bon quand même. Ah voilà, c'est pour ça que je vous le propose. Il est pas mal. Pretty Woman. Pretty Woman, je parle alors du comédien. Oui. Vous choisissez quoi? Pretty Woman, c'est sympa. Bon, je l'ai vu plusieurs fois déjà. Alors Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. Et s'il fallait choisir une sortie dans Paris ce soir? À l'Olympia, il y a Véronique Sanson et au Palais des Sports, il y a la comédie musicale Dirty Dancing. Ah, Véronique Sanson. Sans hésiter. Oui, sans hésiter. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres totems, c'est drôle de poème, viens avec moi. Ce soir encore, et ça marche bien puisque l'Olympia est complet pour accueillir Véronique Sanson. Et retour à la politique, Marielle de Sarnez sur France Bleu 107.1 avec Noé da Silva. Dans quelques secondes, une question sur la mobilité et la circulation à Paris avec le plan d'Anne Hidalgo anti-pollution. Mais vous êtes députée européenne, Marielle de Sarnez. Sur l'Europe, que comprenez-vous à cette signification, à ce vote pour Syriza en Grèce? C'est un vote qui repose sur de nombreuses raisons. Si on veut aller très très vite, les Grecs, ils ont dit non à cette austérité qu'ils connaissent depuis 5 ans. C'est des coupes dans les salaires absolument drastiques. C'est une augmentation des impôts, des taxes auxquelles vous ne pouvez tout simplement pas faire face. Et puis ils ont dit non aussi, on ne dit pas assez, à la gestion de leur classe politique depuis 20 ou 30 ans. Est-ce que vous êtes sûr de droite et gauche
confondues, droite et gauche confondues. Vous savez que c'est une gestion politique très familiale en Grèce, et au fond, on voit bien que... Pendant la campagne, les hommes politiques ont tapé sur l'Europe. Oui, mais ça, c'est toujours très très simple d'avoir le bouc émissaire. Alors, si vous me dites, est-ce qu'ils n'ont pas dit non un peu aussi à la Troïka, je vous dis oui, bien sûr, ils ont dit non à cette fameuse Troïka, qui est devenue tellement fameuse, mais qui était, pour moi, mais je l'ai dit depuis le début, c'était pas la bonne solution. Déjà, c'est pas la bonne solution d'appeler ça une Troïka, c'est pas la bonne solution que ce soit anonyme, que ça soit des fonctionnaires, des technocrates qui débarquent. Tout ceci... Ah oui, ils ont retenu qu'il y avait Angela Merkel derrière tout ça. Tout ceci, ça n'est pas une bonne chose. Oui, mais enfin, il faut qu'ils retiennent aussi qu'il y a eu la solidarité de l'Europe avec eux. Moi, je suis profondément européenne. Je suis profondément européenne parce que justement, je considère qu'on fait partie d'une même famille. Mais vous êtes député européen, on n'a pas entendu l'Europe là-dessus. Quand les uns ou les autres ont des difficultés, se serrer les coudes. Et donc, les Grecs, ils ont évidemment bénéficié de la solidarité européenne et ils vont continuer d'en bénéficier. Simplement, il y a un point très important. Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans? Je vous l'ai dit, on a coupé dans les salaires, on a augmenté les impôts et les taxes. Mais on n'a pas fait les réformes. On n'a fait aucune des réformes structurelles dont la Grèce a vitalement besoin. C'est-à-dire ? Vous savez que par exemple, il n'y a pas de cadastre. Il n'y a pas de cadastre en Grèce. Il n'y a pas de cadastre. Le prélèvement des impôts, il est, on va dire, aléatoire. L'évasion fiscale, elle est considérable. Ce qu'on appelle les oligarques, etc., ils échappent à l'impôt. La question de l'Église orthodoxe, la question des armateurs. Donc finalement, vous voyez d'un bon œil Syriza, parce que Syriza va remettre de l'ordre dans tout ça. Eh bien, écoutez, Syriza, il a une voie étroite parce qu'il a beaucoup promis. Et il a promis des choses qui ne seront pas tenables. Et donc, moi, je fais plutôt partie des gens qui aiment quand on dit des choses en campagne qui sont ensuite tenues. Ce qui, d'ailleurs, en France aussi, n'existe pas. Hein. Ça, c'est un classique des hommes politiques. Mais Syriza, par exemple, il commence à revenir sur la plupart de ses promesses. Il a dit, on va renationaliser ce qu'on a privatisé. Il a renoncé, par exemple, à renationaliser une partie du Pirée parce que ça coûte très, très cher. Mais est-ce que vous, en tant que député européenne, vous dites, il faut raser cette dette, la supprimer, repartir? Non. Vous savez que la dette, c'est ce que vous avez peut-être un peu sur votre compte en banque, c'est ce que tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont un tout petit peu d'argent, c'est cet argent qui sert aussi, qui a aidé les Grecs. Donc nous avons, plus de 40 milliards en France. Donc c'est pas une dette comme ça hors sol. Donc évidemment qu'il faut qu'ils tiennent leurs engagements. Après, est-ce qu'on peut renégocier dans la durée? Oui. Est-ce qu'on peut lier les remboursements à une partie des remboursements à leur PIB? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut faire baisser les taux d'intérêt? La réponse est oui. À partir du moment où ils tiennent leurs engagements, à partir du moment où ils disent voilà les réformes que nous vous proposons de mettre en œuvre, et à ce moment-là, il peut y avoir un nouveau pacte de confiance. Marielle de Sarnez, vous êtes conseillère de Paris. La question mobilité, le plan d'Anne Hidalgo anti-pollution est-il inévitable à Paris? Écoutez, tout le monde est d'accord pour lutter contre la pollution. Elle aurait pu le faire depuis 13 ans. Hein. Je dis ça en passant, nous le demandons depuis très longtemps. Je suis d'accord sur l'objectif, je suis pas du tout d'accord sur la méthode. Je suis pas d'accord sur la méthode parce c'est-à-dire interdiction dès le 1er juillet pour d'abord le camion, on interdit plutôt que d'inciter et moi je trouve qu'on est dans un monde où déjà la vie est assez compliquée pour les gens. Est-ce que la mairie de Paris n'a pas incité depuis 2001 en réduisant les voies pour les voitures? Non, pas suffisamment. Et donc on pourrait inciter. Deuxièmement, ça veut dire quoi au 1er juillet? Ça veut dire que le poids lourd qui pollue vraiment, ok, il aura plus le droit de venir à Paris. Il va aller où? En banlieue. Donc en banlieue, on aura le droit de continuer à avoir des bus, des cars de tourisme, des poids lourds qui vont polluer. Eh bien écoutez, est-ce que tout ceci est républicain? Est-ce que tout ceci est égalitaire? Je ne le crois pas. Et donc je crois que la manière de faire ne convient pas. Je pense qu'il faut d'abord laisser du temps pour trouver des alternatives. Je pense qu'il faut le faire avec les communes avoisinantes et au minimum, il aurait fallu le faire au sein de la métropole pour que ça ait un sens. Donc nous proposons au mouvement démocrate avec Yann Verling un Grenelle de l'air avec l'ensemble des communes avoisinantes et la ville de Paris pour prendre des engagements ensemble. Évidemment que c'est facile à Paris. C'est pas là que les gens ont beaucoup de voitures. À Paris, on a les métros, on a des transports en commun exceptionnels. Mais celui qui est en Seine-et-Marne et qui a une voiture diesel qui pollue encore un peu aujourd'hui parce que ça n'est pas dernier cri et parce qu'il a des revenus qui sont plutôt bas et qui va travailler tous les jours de l'autre côté de Paris, dans les Hauts-de-Seine, comment fait-il ? Est-ce qu'il a une alternative pour le faire? Il n'en a pas. Et donc moi, je crois qu'il faut aussi penser les choses en matière d'alternative. Marielle de Sarnez était l'invitée politique de France Bleu 107.1. On vous retrouve évidemment sur francebleu.fr. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous. Il est 8h.